Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette scène grand angle à l'occasion de cette édition 2025 We Are French Touch. Je m'appelle Myriam Kittard, je suis chef de programme accélérateur chez BPI France. Et vous avez vu aujourd'hui, on va parler presque philosophie, puisqu'on a un sujet où on va pouvoir discuter, débattre, échanger avec mes invités. Alors, on vit dans un monde où l'incertitude n'est plus l'exception, mais est devenue presque la règle. Vous avez tous en tête des crises économiques, sanitaires, écologiques, des bouleversements géopolitiques, des accélérations technologiques et même des nouvelles attentes sociétales. Alors, les repères se déplacent sans cesse et certains secteurs sont particulièrement fragilisés. Je pense notamment au monde de la construction, de l'architecture, du patrimoine. On a des reculs de permis de construire, des hausses de coûts de matériaux, des pressions sur les marges. Dans la fabrication d'instruments de musique, on peut aussi dire que c'est un marché en contraction, confronté à la hausse des matières premières, à la concurrence internationale, à la baisse aussi des ventes dans certaines gammes. Et puis le jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, une industrie en pleine mutation, est marquée par ces dernières années des restructurations, des licenciements massifs et une concurrence mondiale exacerbée. Et pourtant, dans ce contexte, on n'est pas peu fiers d'avoir des entreprises françaises, non seulement qui résistent, mais qui en plus prospèrent. Elles affichent des chiffres solides, des projets ambitieux, une capacité de transformer la crise en opportunité. Et alors, comment est-ce qu'on explique cette force ? Quelles sont les stratégies qui leur permettent justement de rester créatives et compétitives quand tant d'autres acteurs subissent la tempête ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 acteurs emblématiques qui sont avec moi aujourd'hui et qu'on peut déjà applaudir, s'il vous plaît. Je vais quand même les présenter. Antoine Courtois, vous êtes président d'Ateliers de France. Merci d'être là, bienvenue. Avec une 50aine d'entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine et les ouvrages de luxe, le groupe Ateliers de France s'illustre sur de nombreux chantiers. On pense à Notre-Dame, n'est-ce pas ? Le château de Versailles, l'hôtel Peninsula de Londres, oui. Le bureau ovale de la Maison Blanche, on en a parlé tout à l'heure, incroyable, ou encore la Tour Eiffel. Le groupe réalise un chiffre d'affaires aujourd'hui de 850 millions d'euros, emploie 2200 compagnons et 800 salariés. C'est bien ça, je ne me trompe pas. 3000 salariés. 3000 salariés, toujours plus. Merci en tout cas d'être là. Jérôme Perrault, vous êtes président de Buffet Crampon. Alors, maison historique fondée en 1825, leader mondial des instruments à vent. On pense à la clarinette, on pense aux trompettes. Vous fêtez cette année 2 siècles d'existence. Joyeux anniversaire à vous. Et le groupe réunit une dizaine de marques. Vous réalisez aujourd'hui un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 85% à l'export. Et vous comptez parmi vous 900 collaborateurs. Bienvenue et merci d'être là. Et enfin, Geoffroy Sardin, directeur général de Pull-Up Entertainment, acteur majeur du jeu vidéo, et des contenus immersifs. Vous réinventez les formats pour inspirer, fédérer le public à l'international. Créé en 1996, vous comptez aujourd'hui 600 collaborateurs et vous avez réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaires record de 380 millions d'euros. Ensemble, vous incarnez 3 visions complémentaires de la résilience: préserver et transmettre, innover sans renier ses racines, et surtout oser créer dans l'incertitude. Et donc à travers vos parcours, vos entreprises, vous avez choisi le courage, on va en parler, plutôt que le retrait et l'immobilité. Et pour commencer, première question, toute simple mais essentielle, c'est quoi pour vous la résilience dans une entreprise créative ? Peut-être, je ne sais pas qui veut commencer. Antoine, allez. Alors, je sais pas, la première question que j'ai cru comprendre, c'est une espèce d'exemple de réussite. J'ai envie, en son temps, vous m'aviez fait faire quelque chose sur la fierté.
J'ai envie de vous dire, et à cette époque, j'avais dit, bon, la fierté, je préfère parler d'humilité. Et donc, je dirais, une des choses, il faut rester humble, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de... et cette humilité peut être très moteur. Euh, j'ai envie de vous dire, ce monde incroyable qui bouge, qui peut être inquiétant, il faut le prendre comme il est. Ça vous a pas échappé, j'ai quelques cheveux gris. Depuis que je suis dans mon monde, qui est le monde de l'industrie, du bâtiment, j'entends parler de crise depuis le début. Et très franchement, moi, j'ai jamais tellement compris parce que finalement, même si aujourd'hui on est très gros à l'échelle du marché, on est tout petit. Donc je dis, il suffit de rester positif, savoir saisir la bouteille, même si elle est à moitié vide ou aux trois quarts vide, on a un petit verre, on arrivera à le remplir. Donc il faut rester très positif et aborder tous les sujets un par un, sans partir avec des excuses qui consistent à penser que le contexte, voilà. Jérôme, pour rebondir peut-être? Le terme de résilience pour nous, alors évidemment on pourrait parler de multirésilience puisque depuis 200 ans, je pense qu'on a vu beaucoup de crises et de plus ou moins graves se succéder et la société a continué à se développer et aujourd'hui est très bien portante. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière la résilience? C'est la capacité de se renouveler, de réadresser les sujets suite à des crises, mais en conservant toujours, je pense, nos valeurs fondamentales. Pour nous, c'est les savoir-faire, c'est l'innovation, c'est la proximité avec les musiciens, et c'est toujours à partir des moments plus difficiles de se reconcentrer sur ces valeurs pour retrouver, je dirais, des directions pour se redévelopper. Et Geoffroy, côté jeux vidéo, la résilience? Je dirais que le divertissement par essence même est un sujet résilient. Il remplit vraiment, ce que tu disais, c'est vrai, on est en crise perpétuelle, donc à la limite, comment répondre à ça? Et le divertissement est quelque chose qui maintenant fait partie des besoins primaires, si je peux le dire. Souvenez-vous de nos cours, la pyramide de Maslow, de besoin d'accomplissement, besoin d'estime de soi, le besoin de sociabilité, tout ça, le jeu vidéo répond à ça. Donc je dirais que moi, ce n'est pas une obsession, la crise. C'est comment justement répondre aux besoins. Donc vous le voyez presque comme une opportunité alors? Bon, j'irai pas dire ça parce que ça fait un peu bateau, mais c'est pris intrinsèquement, si vous voulez, dans le process créatif de jeux vidéo. C'est vrai qu'on s'adapte à ce qui se passe dans le monde. Il y a encore 20 ans, on ne parlait pas de problèmes climatiques. Maintenant, vous avez des jeux vidéo, de la création, du narratif qui est là-dessus. Donc, on s'adapte à notre temps. Mais on n'est pas là pour combattre une crise, en fait. On n'est pas des chevaliers servants là-dessus. Mais on s'adapte et surtout, on voit, puisqu'on est en B2C, on est en direct avec les joueurs, on voit exactement quelles sont les préoccupations ou les besoins, les demandes. Et comme un jeu n'a jamais de fin, on peut faire des updates, on peut créer sur un jeu existant pour pouvoir justement accompagner les demandes, les besoins, le besoin de socialisation aussi. Voilà. Antoine, alors j'aimerais bien parler de courage à présent, puisqu'on parle de résilience, mais est-ce qu'on peut rattacher ça à du courage? Vous avez parlé de fierté tout à l'heure, vous avez parlé d'humilité. Vous, en tant que dirigeant, comment vous voyez le fait de continuer à créer? Est-ce que ça vous demande une forme de courage de continuer à créer, d'avancer, de prendre des risques? Est-ce que c'est ça le courage pour vous? Bon alors, courage, je trouve toujours les mots un peu forts et un peu... il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Si on cherche des recettes à la fin qui font une réussite, il y a beaucoup à dire. Elles ont été un peu évoquées. Il faut être fidèle à ses valeurs. Il faut, nous, dans notre domaine, on parle de qualité. Il y a un certain nombre de critères auxquels on ne peut pas déroger. Il faut, et je pense qu'ils sont valables dans tous les domaines, il faut avoir un objectif.
Si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va, on ne risque pas de l'atteindre. En dehors de tout ça, alors, j'ai entendu quelqu'un prendre cet exemple un jour, c'est extraordinaire. En fait, on est dans un monde où on a peur. Et les gens cherchent en permanence la sécurité et ils pensent que c'est la priorité et que cette sécurité va leur donner le bonheur. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit le cas. Et je vais prendre donc cet exemple qui n'est pas de moi, Christophe Colomb. Christophe Colomb, aujourd'hui, on aura un monsieur qui dirait je vais monter sur un bateau, destination inconnue, pas bien précise, retour improbable, on lui dirait tu restes là. Aujourd'hui, on ne ferait rien. Ce que je pense, c'est qu'il faut se débarrasser de tout ça et il faut envisager l'avenir comme un terrain de jeu. Un terrain de jeu, et il sera comme il sera, et on y va, et on ne sait pas où on va, mais on y va. Et aborder l'avenir comme ça, c'est une façon extrêmement positive qui peut emmener très loin, qui amène des satisfactions en équipe extraordinaires qui font qu'on ira encore plus loin. Geoffroy, tout à l'heure, pendant le déjeuner, on parlait de courage, justement, et vous m'avez dit, mais en fait, est-ce que c'est être courageux ou est-ce que c'est être insouciant ? Quelle est votre vision par rapport à ça ? Mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que pour entreprendre, de toute façon, il faut une part un peu d'insouciance, parce qu'on sait jamais. On a une vision, on a un but, chacun a son objectif, mais pour y aller, évidemment, c'est assez sinueux. Donc, l'insouciance peut être moteur pour pouvoir aller jusqu'au bout, surtout dans les industries créatives où vous avez, pour faire un jeu vidéo, comme pour faire une œuvre, on va dire collective, il faut des hommes, des outils et puis des idées. C'est un peu la triptyque. Et tous ces trois, dans cette équation, ces 3 points, vous pouvez maîtriser maîtriser, en tout cas, avoir des collaborateurs et une équipe qui a la même vision. Vous pouvez maîtriser des outils, ou en tout cas anticiper les outils qu'il vous faut pour le futur. Et puis la seule inconnue à cette équation, c'est pourquoi et avec quoi et quel contenu on a envie de proposer. Et ça, on ne peut pas se dire dans 5 ans, parce que c'est à peu près le temps dévolu pour faire un jeu. Les goûts et les couleurs peuvent changer très rapidement. Donc il faut savoir avoir un petit peu l'idée folle de se dire, dans 5 ans, qu'est-ce qui sera véritablement accepté, reconnu, quelle envie. Et c'est pour ça que pour pouvoir réduire cette part d'insouciance, on essaye de faire participer les joueurs à la création de jeux vidéo. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Donc dès le début, en fait, on a des testeurs, mais aussi on a des joueurs qui ont quelquefois une meilleure idée que vous. Et donc maintenant, l'économie a complètement changé. On ne propose plus quelque chose de fini, on propose quelque chose qui n'est jamais fini pour que la communauté puisse participer à la création. Donc ça réduit cette part d'insouciance, mais il faut toujours l'avoir, je pense. Oui, il faut toujours l'avoir. Alors, Jérôme, tout à l'heure, quand on a discuté en tout cas, vous m'avez dit qu'il y avait 2 formes de courage pour vous. Quelles sont-elles ? Alors, avant de répondre directement à la question, je voudrais juste bien préciser, c'est vrai qu'Antoine a un marché qui est très grand. Nous, on est sur un marché de niche, voire d'hyper-niche. À titre d'exemple, on a une part de marché mondiale sur la clarinette professionnelle qui est de 85%. Donc, ce qui veut dire que quand le marché baisse, on est fortement impacté. Et on n'est plus dans la stratégie du petit verre d'eau. Là, c'est nous qui avons la carafe. Et donc, on est obligé de comprendre ce qui se passe sur le marché, de l'analyser et d'essayer de réagir par rapport à cette situation. Donc, le courage, c'est d'abord avoir, je dirais, la lecture, avoir le courage de lire ce qui se passe sur le marché et de comprendre ce qu'on faisait, les projets qu'on avait ne sont peut-être plus exactement adaptés à cette nouvelle donne et qu'il faut les revoir et les réadapter.
Donc ça, parfois, c'est assez... alors, c'est pas vraiment du courage, parce qu'on est un peu obligé de le faire, donc La nécessité. c'est l'abnégation, la nécessité, mais ce sont des choses qui ne sont pas forcément agréables ni faciles à faire. Donc ça, c'est un premier forme de courage. Mais je pense que le courage dont on veut parler ici, c'est plutôt le courage qu'on pourrait appeler entrepreneurial. Pour moi, avoir du courage, doit répondre au moins à trois critères. Le premier, c'est faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, parce que quand on est obligé de le faire, c'est pas du courage, c'est juste de De la l'obligation. nécessité. Voilà. C'est deuxièmement faire quelque chose qui comporte un risque, qui est plus ou moins évalué. Et là, on peut discuter de savoir s'il faut l'évaluer complètement ou pas pour en avoir. Et enfin, la troisième dimension, pour moi, c'est qu'il faut que c'est du sens. Avoir du courage, faire des actes de bravoure sans qu'elles aient un sens. On peut donner du sens à ce terme ce qu'on veut, mais il faut que c'est du sens, en tout cas pour l'entreprise, il faut que c'est du sens pour quelqu'un. Et donc, par exemple, refaire en période de crise, comme on a connu, par exemple, le Covid, on parlait de crise sanitaire, où on n'avait plus une seule commande pendant plusieurs mois qui venait de nos clients. On avait 5 usines à faire tourner. Comment on fait pour s'adapter? Et là, il faut travailler sur des schémas nouveaux, de nouveaux développements de produits, de nouveaux systèmes de distribution. On a, par exemple, en juillet 2020, donc au milieu du Covid, on a finalisé l'acquisition d'une unité en Chine. Alors, c'était prévu à l'avance. C'était un engagement assez important, plusieurs millions, voire presque une dizaine de millions d'euros. Pour nous, c'est un investissement très important qui nous permettait de pouvoir rebondir ensuite sur le marché des instruments d'études, avec en particulier le marché américain comme débouché. On a beaucoup hésité à le faire puisque c'était un gros engagement. On l'a fait alors qu'on n'était pas obligé de le faire. Et on a retravaillé aussi le système de distribution aux États-Unis pour justement accompagner ces investissements. Là aussi, c'était de l'investissement. On ne savait pas où on allait. Il y avait pas le marché n'avait pas encore redémarré. Donc, c'est pour moi ce type d'exemple-là où on se dit, on y croit. Alors peut-être avec un peu d'insouciance, on a peut-être pris des paris à ce moment-là. Il se trouve que post-Covid, l'activité a fortement redémarré et ça nous a permis de prendre des parts de marché à ce moment-là. Donc on a été plutôt satisfait de cette opération, mais on aurait très bien pu se tromper et perdre l'investissement qu'on avait fait, ce qui nous aurait posé évidemment beaucoup de problèmes. Donc voilà pour moi le courage, avec un premier courage de nécessité, d'affronter les faits tels qu'ils sont et de prendre des mesures dures, mais qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite redéployer vers des nouvelles données de marché qui nous permettent de rebondir. Et quand on est dirigeant, comment est-ce qu'on fait le lien entre avoir du courage et justement prendre un risque? À quel moment on mesure, à quel moment on trouve l'équilibre entre ces deux éléments-là? Est-ce que vous avez une recette magique à nous, à nous donner? Non, il n'y a pas de recette. En général, on essaye de partager avec des actionnaires, avec des partenaires financiers pour bien adresser les risques. Et à la fin, il y a quand même un pari qui est fait. Je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est de prendre des paris sur des situations qui sont encore un peu ambiguës, où il faut prendre une décision et pas forcément toujours aller dans le sens de l'acte risqué, mais en tout cas de bien apprécier le risque au moment où on le fait. Antoine, de votre côté, vous prenez des risques, vous, quotidiennement, même sur des chantiers que vous avez menés dernièrement, ces dernières années. Certains vous diront que c'était complètement fou. Je pense à un chantier dont vous m'avez parlé en Ukraine. Est-ce que ça, c'est une prise de risque? Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est un acte de résistance? Alors, bon, ce chantier-là, on a fait un chantier qu'on a démarré avant le Covid. Donc, c'était un très gros chantier. Quand je vous dis très gros chantier, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. En Ukraine, à côté de Kiev, on a eu le droit à toutes les emmerdes. Ça veut dire des contraintes administratives invraisemblables. On a eu le droit au Covid. Et après, on a eu le droit à la guerre. Je peux vous dire qu'un an après le début de la guerre, le client nous a appelés en nous disant « Franchement, venez voir, vous pouvez redémarrer ». Et
s'est posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Parce que vous regardiez la télévision, vous disiez, ah non, jamais on retourne là-bas. On est allé là-bas, on est retourné, on était 2, et on s'est dit que oui, à Kiev, il ne se passe pas du tout ce qu'on imagine. Et petit à petit, on a redémarré. Alors, je peux vous dire qu'au début, on était 2, et puis sur la base du volontariat, on y est retourné. Donc ça, c'est un exemple d'un... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est allé à un endroit où personne d'autre ne serait allé. Personne d'autre. Aucun grand groupe autour d'une table serait dit qu'est-ce qu'on fait en vote no go. On y est allé, on a livré ce chantier il y a 1 mois. Incroyable. Et je peux vous dire qu'on a, bon, c'est un petit détail, mais on a fait à Londres, parce qu'on a des grosses équipes, et notamment une grosse équipe à Londres, on a fêté, on a célébré la fin de ce chantier. Ça a été un moment unique, et je peux vous dire que dans le groupe, il y aura eu un avant Kiev et un après Kiev. Ça a soudé les équipes d'une façon invraisemblable. Tout ça pour dire que il faut rester libre d'esprit. Il faut, c'est pas parce qu'on vous dit non que faut pas avaler ce qu'on nous sert comme ça. Il faut rester agile, l'esprit ouvert, et ça vous décuple les forces, et c'est extraordinaire. Et comment vous embarquez vos équipes dans ces moments-là? Comment est-ce qu'on embarque son équipe? Je sais pas, je veux pas, mais peut-être l'exemple un peu. C'est-à-dire que moi-même, j'y suis allé. Ensuite, oui, faut montrer l'objectif. C'est un chantier extraordinaire à tout point de vue. Et donc, on arrive à embarquer tout le monde et les gens sont très, très heureux. Je dirais même plus, à cette soirée, on a réuni toute la supply chain et on était juste les patrons des entités qui avaient été, et puis toute l'organisation, on était 200. Ceux qui n'étaient pas là-bas étaient presque mal à l'aise vis-à-vis de ceux qui étaient là-bas. C'est une espèce d'entraînement extraordinaire. Bon. Geoffroy, sur un autre registre, vous n'êtes pas allé à Kiev pour faire un jeu vidéo, mais vous restez en France. Comment vous restez, j'allais dire, maître de sa trajectoire dans un environnement qui est très mouvant comme les jeux vidéo? Alors nous, on est beaucoup nourris par la data, donc ça nous aide à prendre des décisions et à comprendre un peu les tendances. Mais à contrario de Jérôme et d'Antoine, qui ont vécu effectivement le Covid, en tout cas c'était un vrai sujet, nous c'était complètement le contraire, ça a été un espèce de boom super pour vous. Et de dingue. Mais c'était tellement surfait que s'il y avait un courage, ou en tout cas une décision à prendre, c'était déjà d'anticiper l'après, et le vide intersidéral qui s'est passé après cette surchauffe, et pour pouvoir se positionner. Et en fait, là, pour répondre, il y a du leadership, il y a une vision, mais qui est méga partagée, qu'il faut partager pour que les collaborateurs puissent vous suivre. Et tout de suite, après cette bulle d'activité de dingue, hein, il y a eu, je vais vous donner des chiffres, il y a eu 2 fois plus d'activités de jeux vidéo 2 mois après l'arrivée du Covid. On suivait même sur nos datas, ça c'est une anecdote que je peux vous donner, la croissance du Covid par pays. On voyait l'activité en Italie, en Lombardie, avant l'arrivée en France. On voyait tous ces pics-là. Donc on pouvait prévoir l'activité et donc toute l'infrastructure qu'il fallait mettre derrière. Bon, ça c'est juste l'anecdote. Mais évidemment, quand vous prévoyez, il faut prévoir aussi la descente. Et cette descente-là, on a dû se réinventer pour se dire, bon, tout le monde fait du jeu vidéo, il y a des investissements partout, ça va être une bulle qui va éclater, des fonds spéculatifs qui s'y mettent, etc. Donc tout ça faisait que l'équation commençait à devenir un peu dingue et qu'il fallait absolument se repositionner avant même que ça se pète la gueule.
Et nous, on a décidé de se positionner avec un motto, c'est on ne veut pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde veut plaire à tout le monde, on veut plaire à certains. Et donc, on a décidé de travailler ce qu'on appelle de la niche. Et c'était complètement à contrario de ce que pensaient quelquefois les employés. Ils se disaient, mais ça y est, le monde est à nous, on va y aller, on va créer des mondes pour tout le monde, etc. Non, en fait, on a décidé de se concentrer et de s'expertiser sur des segments de niche. Alors, de la simulation de train, peut-être que ça fait rire un peu, mais il y a des aficionados de la simulation de train. Voilà, on s'adresse à cette niche-là, et surtout, niche, à cette audience, et on travaille avec eux, on abonde dans leur sens. Et c'est comme ça qu'on s'est créé, si vous voulez, cette expertise, et qu'on a notre positionnement et qu'on a nos résultats aujourd'hui. Donc c'est anticipation de ce qui peut arriver. Anticipation au maximum. Et continue d'innover du coup. L'innovation, continue d'innover en permanence malgré un contexte incertain. En fait, les outils pour créer un jeu vidéo évoluent énormément en fonction évidemment de l'évolution technologique et des puces, etc. Donc on est très chanceux en fait, puisqu'on crée nos propres outils, mais aussi on teste beaucoup d'outils en amont. Par exemple, l'IA, on parle beaucoup, c'est vraiment le buzzword de tout le monde. L'industrie du jeu vidéo, elle est native dans l'IA. Ça fait 10 ans qu'on bosse le sujet. Donc on peut anticiper en fonction de ce que les industriels vont nous proposer. On sait déjà quelle sera la puissance de la prochaine console. Donc on peut déjà commencer à produire dessus. Donc il faut la maîtriser, c'est juste qu'il faut avoir les bonnes expertises. Jérôme, sur les instruments avant, vous êtes dans un secteur très différent évidemment. Comment est-ce que vous conciliez justement innovation, savoir-faire, tout en étant résilient ? Alors, on pourrait être étonné de parler d'innovation quand on parle de clarinette, parce que quand on regarde une clarinette des années 1850 et une clarinette aujourd'hui, vue de loin, c'est difficile de faire la différence. On dirait que ça ressemble à la même chose, de loin, de très loin. De très loin. Mais quand on regarde de près et quand on est musicien professionnel, évidemment, il y a plein d'infimes différences qui font une énorme différence à l'arrivée. Un exemple, on pourrait prendre l'exemple des skis paraboliques et des skis droits. Simple changement de forme, ça transforme complètement la manière de skier et ça change complètement le comportement du skieur. Donc, à des moindres degrés, dans la clarinette, aujourd'hui, on vient, je dis pour la clarinette, mais c'est vrai pour tous les instruments qu'on fabrique, on vient faire évoluer les instruments, alors parfois avec des ruptures assez fortes. Et Buffet-Crampon, historiquement, a vraiment fait des grosses ruptures au milieu du 19e siècle avec le système Böhm, dans les années 50 avec la perce polycylindrique. Bon, c'est un peu technique. C'est très technique. Mais ça a vraiment révolutionné le monde de la clarinette en l'occurrence. Et aujourd'hui, on continue à proposer des modèles qui sont toujours optimisés, soit acoustiquement, on s'adapte au mode des musiciens, de la musique qui change selon les époques à travers les géographies également. Et on le fait toujours en partenariat étroit avec les musiciens, c'est-à-dire que ce sont les musiciens qui nous disent ce qu'il faut adapter sur nos instruments. Donc on travaille avec des essayeurs, ce qu'on appelle des essayeurs, qui sont les plus grands musiciens dans leur domaine, sur leur instrument, et qui viennent dans nos ateliers dire bon ben voilà, maintenant il faut orienter dans telle direction, il faudrait corriger ce défaut-là parce que il y a toujours un petit défaut d'intonation, c'est toujours un équilibre très, très fin sur un instrument de musique. Donc c'est ce travail-là qui nous permet de faire évoluer nos instruments et d'innover. Alors historiquement, on avait une politique d'innovation un peu en proposant des modèles complètement nouveaux. Aujourd'hui, avec la situation qu'on observe, on change un peu cette stratégie pour aller vers des évolutions d'instruments déjà connus, pour augmenter la fréquence de réachat. On observe pendant 10 ans, il y a eu une course vers le premium. Donc on faisait toujours des instruments plus premium, plus chers, plus valorisés, avec des fonctions, je dirais, complémentaires. Et depuis maintenant 2 ans, avec je dirais, la crise économique que l'on connaît, et avec en particulier l'impact sur les États-Unis, on est amené à revoir notre politique d'innovation pour aller vers de la capitalisation sur des modèles existants, mais en les améliorant, de manière à pouvoir
capitaliser sur le nom et rendre plus accessibles ces instruments, en tout cas dans la tête des musiciens, puisqu'aujourd'hui les musiciens réchignent un peu à renouveler leurs instruments du fait de l'incertitude économique. Donc on adapte notre politique d'innovation En fonction. avec, ça c'est un exemple, il y a d'autres exemples que l'on pratique, mais c'est un exemple que l'on fait. Alors c'est assez fin comme mesure, mais c'est extrêmement important. Mais mérite d'exister. Et effectivement, c'est marrant puisque Geoffroy et vous, Jérôme, vous faites appel finalement aux premiers utilisateurs de vos instruments, de vos jeux. Pour vous, les utilisateurs de jeux vidéo qui viennent tester les jeux. Du côté de Jérôme, les musiciens qui viennent tester aussi et qui vous permettent d'améliorer les instruments. Antoine, comment est-ce que vous innovez dans votre secteur d'activité ? C'est sans doute un peu la même recette. Ce sont les clients qui nous font, des retours, qui nous poussent et qui nous font progresser, notamment dans notre domaine des architectes. Il y a quelques des décorateurs qui ont une idée. Nous, on prétend être dans le luxe, entre guillemets. On pourrait parler du luxe, mais je peux vous dire que j'ai en tête des noms de gens qui nous ont mené une vie très dure, très dure. Bon, j'avais tendance à dire qu'ils avaient toujours raison, que c'était peut-être un peu excessif, mais ils avaient raison sur le fond. De toute façon, une des règles, c'est de considérer que le client a raison. Le client a toujours raison. Voilà. Mais ça nous a vraiment fait progresser, ça nous a fait souffrir sur le moment, mais on a répliqué ce qu'on avait appris là ailleurs. Et en fait, ça nous fait grandir. Alors, j'ai une dernière question sur ce sujet. Moi, je voulais savoir en tout cas si vous avez eu déjà des opportunités qui sont apparues dans vos entreprises. Quand tout le monde disait que c'était la crise, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Est-ce que vous avez un exemple en tête à nous donner cet après-midi sur un moment où tout le monde disait que voilà, le monde était incertain, en crise, etc. Et pourtant, vous avez eu une grande opportunité qui a fait progresser votre entreprise. Jérôme ? Moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc l'acquisition de l'unité principale que l'on a aujourd'hui en Chine et qui nous permet d'être véritablement présents sur le marché des instruments d'étude de manière compétitive et qu'on a utilisé par la suite de manière un peu plus extensive. Et là, objectivement parlant, à ce moment-là, pour le faire, il fallait vraiment y croire. Et c'était vraiment, je dirais, un pari sur l'avenir que l'on a fait à ce moment-là. On a fait aussi à ce moment-là aussi un développement de produits de clarinette électronique, on va dire, parce qu'on a aussi compris que jouer d'un instrument de musique dans un appartement, c'est pas toujours... Ça marche comment une clarinette électronique ? Alors en fait, c'est un terme que j'utilise mais qui n'est pas tout à fait exact. C'est un module que l'on vient insérer entre deux morceaux de la clarinette pour la rendre silencieuse et jouer au casque. C'est un peu le piano silencieux, la clarinette acoustique qui devient clarinette silencieuse en jouant au casque avec un petit module électronique. Donc c'est assez magique comme dispositif. Et donc c'est au moment, enfin c'est pas au moment du Covid, on avait commencé à réfléchir avant, mais en tout cas on a investi de manière plus intensive à ce moment-là sur ce produit qui a été lancé juste après la sortie du Covid. Et Geoffroy, je vous voyais réfléchir. Non, mais il y a très peu de temps, parce que c'est vrai que vous avez décrit nos activités où on est avec des beaux chiffres, etc. Mais je pense que ça doit être la même chose pour Jérôme et Antoine. On a rasé la cime des arbres un certain nombre de fois quand même. C'est quand même être dans l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et il y a encore quelques années, enfin il y a deux ans, décider de décaler un jeu qui a mis 5 ans de production et remettre l'argent qu'on n'a pas forcément, mais pour anticiper son succès et donc le rebond de l'entreprise, voilà, ça c'est très régulier. Et donc il faut croire en la personne qui est en face de vous, au créateur, qui dit « je peux mieux faire ». Et mieux faire, c'est pouvoir mieux répondre au marché. C'est aussi avoir le support de son actionnaire, de ses banquiers et de toute la filière pour pouvoir aller au front ensemble et se dire « ok, on prend un énorme risque, on va dire industriel,
mais il faut savoir le mesurer et surtout avoir un petit peu d'instinct. Et je redis encore, un peu d'insouciance. Donc Toujours ça et m'est un peu arrivé il y a peu de d'insouciance. temps. Alors, la résilience, on en parle depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de courage, mais du coup, la résilience, elle ne se limite pas à l'adaptation, elle s'incarne aussi finalement dans la capacité à donner du sens et à inspirer. On a commencé à en parler tout à l'heure. Dans un monde où tout bouge, où est-ce que vous trouvez le sens dans ce que vous faites et comment est-ce que vous le partagez? Antoine, on a commencé à en parler avec vos collaborateurs. Comment concrètement ça se passe? Alors, juste un tout petit mot, moi, sur l'opportunité. Et ça rejoint un petit peu votre question. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit libre. C'est pour ça qu'on a cet exemple d'Ukraine. Il faut avoir l'esprit libre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde qui nous entoure nous impose énormément de contraintes. Toutes ces contraintes, il faut les prendre comme c'est un fait, c'est comme ça. Il faut qu'au contraire, ça nous rende plus forts. Quand on travaille beaucoup à l'étranger, on se rend compte que la France n'est pas un exemple en termes de facilitateur pour entreprendre et pour travailler tout court. Il faut en avoir conscience. Quand vous allez à l'étranger, vous arrivez avec tous les cailloux qu'on vous a mis dans votre sac à dos, qui ont peut-être certains avantages, mais en tout cas dans une compétition internationale, qui ne sont pas là pour vous aider. Une fois que j'ai dit ça, il faut faire avec, il faut rester extrêmement positif. Nous, ça n'a jamais été un frein. Et il y a quelque chose qu'il faut mettre au centre et qui, moi, donne beaucoup de sens, c'est l'esprit d'équipe. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de regarder les jeunes qui m'entourent, qui m'expliquent que j'espère le meilleur possible et qui m'expliquent où on va aller. Et ça, je trouve que c'est un bonheur. Et donc la plus belle opportunité, c'est l'humain. C'est peut-être celle que vous ratez, c'est celui que vous n'avez pas ou celle que vous n'avez pas su convaincre de nous rejoindre, alors que ça aurait été extraordinaire dans l'entreprise. Donc l'humain en premier. Et comment est-ce qu'on convainc du coup les jeunes et les moins jeunes de vous rejoindre et de transmettre après le savoir? Franchement, rejoignez-nous, vous allez voir. On fait du beau, du très beau. Donc Notre-Dame, évidemment, mais je peux en citer plein. Vous avez cité la Maison Blanche, on est à Miami, on est à Londres, on est à Dubaï, on est franchement, alors si vous aimez avoir une fenêtre ouverte sur le monde, alors moi j'ai envie de dire aux jeunes, on est le Mike Horn de la construction. Alors pour ceux qui connaissent, c'est du luxe. Mais je le souhaite réellement. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est un peu une aventure. Et je peux vous dire que tous les jeunes qui nous rejoignent s'amusent énormément. On ne vit qu'une fois. Il faut en profiter. Il ne faut pas avoir peur. Rejoignez-nous. Jérôme, de votre côté, comment est-ce que vous transmettez, comment vous continuez de transmettre, comment vous continuez d'inspirer vos équipes, comment est-ce que vous agissez au quotidien? Alors, je dirais que pour nous, c'est entre guillemets facile, parce qu'on est dans un secteur qui est tellement inspirant par lui-même, la musique, le jouer ensemble. On a des artistes incroyables qui jouent sur toutes les scènes du monde avec nos instruments. Quand vous prenez par exemple Ibrahim Malouf qui va au Japon, qui joue sur une trompette, avec qui on a un partenariat sur une trompette et qui communique avec nous. Quand on a d'autres artistes qui sont un peu moins connus du grand public, mais des Martin Frost qui jouent dans toutes les salles du monde, le concerto de Mozart, tous les employés, tous les artisans de nos ateliers sont évidemment très inspirés par tout ça. On capitalise sur les valeurs, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur le savoir-faire, sur l'innovation, sur la proximité avec les musiciens, sur l'authenticité.
et puis sur le parcours de la marque à travers les âges. Donc tout ça sont des éléments sur lesquels on capitalise. Et en plus, on a la chance, nous, en ce moment, d'avoir nos 200 ans, donc, qui est une opportunité incroyable pour communiquer, pour rassembler la communauté de musiciens avec qui on travaille. On a fait des événements à Tokyo, aux États-Unis, en Chine. À chaque fois, on avait toute la communauté à la fois de musiciens, mais aussi nos clients, les magasins d'instruments dans tous ces pays-là, qui étaient présents. On a fait un concert au Théâtre des Champs-Élysées au mois de septembre. Où on avait Que vraiment Nicolas là... Dufour a cité tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, il était L'introduction présent. de We Are French Touch. Et on a eu la chance d'avoir sa présence. Et quand vous voyez dans les coulisses de ce concert, les musiciens qui sont ensemble, qui se retrouvent comme à une fête de famille, là, évidemment, ça inspire tout le monde et tous les employés et même nos partenaires sont derrière nous et ça nous emmène, ça nous aide beaucoup à passer à travers ces périodes un peu plus délicates. Geoffroy, comment est-ce qu'on transmet? Comment est-ce qu'on continue d'agir? Alors, vous pouvez vous imaginer que le jeu vidéo est assez désirable pour les générations, en tout cas les étudiants qui sortent de leurs écoles et d'expertise. Donc, ça, à la limite, on est très chanceux. Il y a cette désirabilité sur le jeu vidéo. C'est un média et une culture. Au niveau de l'interne, ça, c'est du vécu. Je suis plus proche des 60 que de la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo. Donc, quand j'ai rejoint le groupe, il fallait aussi petit à petit que je montre que j'étais un joueur depuis très très longtemps, depuis 30-40 ans, et que j'avais la même culture qu'eux, en tout cas la même passion. Et il y a, comme c'est une industrie très générationnelle, ou en tout cas la moyenne d'âge chez Pull-Up c'est à peu près 29 ans, donc c'est vrai que moi je suis vraiment un vieux de la vieille par rapport aux collaborateurs, c'est de savoir faire partie du même groupe, donc c'est d'être désirable auprès de vos équipes et pas simplement être perçu comme un chef d'entreprise. Puisque le jeu vidéo est une culture, c'est assez difficile en fait de rentrer quand vous n'êtes pas natif. Dans le jeu vidéo. Voilà, dans le jeu vidéo. Donc du moment que vous avez ce taux d'acceptation, la parole est beaucoup plus libre. Et là, à ce moment-là, ils sont derrière vous sur les décisions stratégiques. Mais il faut se savoir faire accepter. C'est une leçon d'humilité, d'ailleurs. Une leçon d'humilité. Et justement, tout à l'heure, on a parlé d'humilité, on a parlé de résilience. Est-ce que vous pensez que la résilience peut se transmettre aussi aux générations plus jeunes dans vos entreprises? Est-ce que c'est une façon d'être naturelle? Est-ce que ça s'acquiert? Est-ce que... On est vraiment sur un sujet philo, là. Vous avez 1 heure. Moi, je pense que plutôt, on peut parler de transmission. Et je pense que dans notre industrie de fabrication avec des savoir-faire extrêmement pointus, qui demandent beaucoup de temps de formation, je pense un peu comme on doit retrouver chez Atelier de France, c'est toute la transmission du savoir-faire je dirais, des plus âgés aux plus jeunes, de l'accueil des plus jeunes. On a des écoles de formation qui encadrent ça, mais on sent l'envie aussi des générations qui s'en vont, entre guillemets, du marché du travail, qui ont envie de transmettre aux plus jeunes leur savoir-faire, comment et fait exactement régler telle opération. Et ça, c'est un élément, je pense, qui répond un peu à la question de la résilience, puisque notre marché, naturellement, est résilient. La musique, elle existe depuis toujours, enfin depuis beaucoup de temps, et elle continuera à exister. Le nombre de musiciens professionnels n'évolue pas beaucoup, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc on est sur une plateforme résiliente par nature, et il faut simplement pouvoir continuer à motiver les jeunes et à leur transmettre les savoirs qui ont été acquis, façonnés, élaborés à travers le temps. Et je pense qu'ils sont en général assez demandeurs de contribuer à cette histoire et de transmettre à leur tour un jour le flambeau à des plus jeunes. Antoine, une idée de comment est-ce qu'on transmet la résilience? Est-ce que c'est une valeur intrinsèque? Je vais avoir l'impression de me répéter. En fait, on vit dans un monde avec énormément de contraintes, avec un esprit qui nous berce à tort.
on va dire, où il y a plus de contrôleurs que de gens qui font. Et il faut réussir à infuser une idée différente pour que les gens se sentent libres et leur expliquer que c'est possible, si c'est possible, que leurs attentes court-termistes sont peut-être pas les bonnes et que donc il faut penser différemment, plus loin et briser vos chaînes. Et comment transmettre ça? À tout point de vue, par l'exemple. Alors ça se fait dans les ateliers, et puis ça se fait, tout le monde regarde autour de soi et on peut tous donner un exemple et tirer tout le monde vers le haut. Geoffroy, avec vos collaborateurs de 29 ans, est-ce que vous pensez que la résilience se transmet ou est-ce que la résilience est une valeur intrinsèque qui nous appartient à chacun? Moi, ma recette, ou en tout cas, c'est même pas une recette, c'est comment je vois la vie en général, c'est l'ultra-transparence. C'est-à-dire que protéger ses collaborateurs d'une tempête, c'est pas donner un bon service, c'est pas de l'anticipation, puis surtout pas, c'est surtout en fait protéger, c'est de pas penser à la succession. Donc perso, moi je suis très très dans la transparence sur tout. Et après, ça peut faire peur, parce que dans la transparence, on donne aussi des enjeux. Qu'à cela ne tienne, en fait, vaut mieux avoir une réalité en face des yeux pour pouvoir avancer. Et puis pour adhérer ou pas, notre job, c'est pas de forcer l'adhésion, hein. C'est de pouvoir avoir une vision commune. Et s'il n'y a pas de partage de la vision commune, c'est des choix, hein. C'est des choix de chacun. À l'adopter ou pas. Mais en tout cas, je redis l'ultra-transparence sur tous les aspects de gestion d'une société et sur le partage de la vision à moyen, court, long terme. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à une jeune entreprise créative pour anticiper les crises? Si quelqu'un dans la salle vient vous voir et vous dit voilà, moi je commence mon entreprise dans les ICC, mais tout me paraît trop compliqué. On vous avez déjà répondu un peu à la question. Tout me paraît trop compliqué. Quel conseil premier vous lui donneriez? Il ne faut jamais avoir un plan A. Il faut en avoir 3 ou 4. Et travailler les 3 en symbiose, 3 ou 4, pour pouvoir justement choisir la meilleure en fonction du temps, en tout cas de la décision à prendre. Ça, c'est difficile hein, d'en avoir, de scinder son cerveau en plusieurs morceaux. Et puis surtout bien s'entourer. En fait, là, vous nous voyez, mais on incarne en fait des équipes de COMEX, hein, je suppose, avec des colonnes vertébrales, avec des expertises qu'on n'a pas nous. En fait, c'est d'abord un travail d'équipe, donc il faut bien avoir ses partenaires, en tout cas qu'on se choisisse tous mutuellement pour qu'on aille ensemble. Donc les hommes, c'est ce que tu disais Antoine, hein. Et puis avoir plusieurs plans en avance. Jérôme, peut-être? Non, je pense que tu parles d'or. Je pense qu'effectivement, il faut avoir un plan de développement ambitieux, mais avoir des solutions de repli. Au cas où les plans initiaux ne marchent pas ou si une crise intervient, avoir anticipé, avoir réfléchi à comment on peut se replier si la situation n'est pas la bonne, donc avoir des backups et effectivement avoir un bon partage et une bonne vue ensemble avec l'ensemble des équipes sur ce qu'on veut faire, mais aussi avec comment on se replie si jamais ça n'aboutit pas. Antoine. Alors, moi, je sais pas, je veux pas invalider ce qui a été dit. On est là pour débattre. Hein. Oui, mais j'ai une petite vue peut-être un peu différente qui consiste à dire que, en fait, il faut être accrocheur. C'est-à-dire que on a un objectif et c'est le plan A. Et en fait, il n'y a que le plan A. Et on va y aller. Et on ne va rien lâcher.
Alors, c'est pour ça que c'est difficile de théoriser, de faire, mais je pense que chaque métier, il faut savoir s'adapter. Donc, il y a peut-être sans doute des problématiques différentes aux nôtres. Mais je me méfie d'être trop intelligent. Trop intelligent, oh là là, tout devient... Non, il faut avoir un objectif et on va rien lâcher, on va y aller. Pour ça, faut s'être enrichi d'échecs, il faut s'être enrichi... Ça ne veut pas dire qu'il y a un obstacle, il faut savoir le contourner, etc. Mais il faut s'accrocher. L'esprit d'équipe, évidemment, c'est majeur. Être bien entouré, vous disiez, c'est quoi le conseil à donner? Être bien entouré. Il faut avoir un bon actionnaire comme par exemple la BPI. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Et s'il y a peut-être un petit conseil, c'est ne pas négliger les détails. Aller dans le détail. Ce qui fait fonctionner votre entreprise au moment T, peut-être que la petite chose qui est à côté, vous la négligez parce que c'est pas ça qui vous fait vivre. Au contraire, il ne faut pas la négliger parce que c'est peut-être ce petit truc qui vous fera vivre dans 20 ans. Mais ça m'intéresse ce que vous disiez sur le fait de ne rien lâcher. Mais quand est-ce qu'on sait qu'il faut à un moment lâcher? De toute façon, il y a un moment où vous n'êtes pas complètement idiot. Si vous voyez bien que c'est bon, vous êtes dans le mur, vous êtes dans le mur. Mais non, si vous voulez, le fait d'avoir des plans B, C, D, c'est une façon de dire j'ai toujours tout bon. Ça ne veut pas dire que... c'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut le prévoir à l'avance. C'est-à-dire que vous prévoyez votre échec à l'avance. Ce n'est pas si évident. Pas forcément. Prévoyez que... Tu vois ? Non, mais ça c'est un bon débat. Dans les industries créatives, tu es obligé, selon moi. Parce que tu es sur de la narration. Tu es sur... de la simulation où chaque aspect technique, si tu veux, peut faire que ton jeu en fait ne soit pas adopté. Donc tu as beau, si tu veux, avoir des milestones, des lignes directrices, des suivis de production, etc. Tu sais jamais si ton jeu, à la fin des fins, il va être adopté. Il y a des raisons macro, tu as de la compétition, tu as des raisons micro aussi, tu as des personnes qui quittent l'entreprise et donc les milestones sont décalés. Donc, à la limite, tu es même obligé pour tes collaborateurs d'avoir plusieurs plans pour pouvoir faire avancer ton entreprise. Mais parce que là, je parle vraiment d'industrie créative. Après, je suis d'accord avec toi. Je ne te dis pas que je partage tous les plans avec tout le monde. Pour le coup, je m'infirme par rapport à la transparence totale. C'est qu'on se fixe une ligne directrice ensemble et on va au front ensemble. Mais dans la bonne gestion, dans le bon pilotage, moi, je m'oblige à avoir plusieurs plans. Ouais. Et je dis pas, moi, attention, faut pas confondre. Je dis pas on peut être imprudent, on part la fleur au fusil. Non, c'est pas. Faut rester, on reste carré, travailleur. Il y a un certain nombre de dénominateurs communs qui font qu'on va réussir. On va presque arriver à la fin de cet échange et je vois qu'il y a pas mal de gens dans la salle, donc vous allez pouvoir poser quelques questions. J'en ai une dernière pour vous. Si demain tout change encore plus vite, qu'est-ce qui doit rester selon vous immuable et quelles sont les valeurs qui doivent, à votre avis, rester coûte que coûte, au-delà de la résilience, le courage? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui reste dans un monde qui avance de plus en plus vite? Peut-être Jérôme. Question difficile. Je pense que c'est la... C'est une question bonus. Comment? C'est la question bonus. La question bonus. Non, je pense que c'est la volonté de toujours construire une expérience avec nos clients qui soit satisfaisante, quelles que soient les évolutions technologiques, quelles que soient les évolutions de ressources. Parce qu'on a aussi des questions sur les ressources de bois, par exemple. On fabrique des instruments en bois. Il se peut que le bois ne soit plus accessible un jour, donc, enfin le bois qu'on utilise. Donc l'idée, c'est vraiment de
d'être capable de comprendre l'expérience client et de la reconstruire avec éventuellement d'autres moyens, d'autres ressources, et conserver cette capacité à, je dirais, L'adaptation. à réingénierer l'instrument ou le produit que l'on veut développer. Donc c'est vraiment ça qu'à mon avis qu'il faut pouvoir préserver pour pouvoir rebondir. Antoine? Moi, ce que je préserve, ce sont les hommes. Et ce qui resterait d'ores et déjà, si on tirait un trait et qu'on... Je pense que on est une équipe incroyable et que ça resterait, on resterait comme des anciens combattants. Certainement, il y aurait une asso, il y aurait, je sais pas ce qu'il y aurait. L'assaut des ateliers de France. Mais le véritable investissement aujourd'hui qui prépare l'avenir, justement, sont les hommes. Sont les hommes et femmes qui sont là et qui demain auront cette agilité et cet état d'esprit qui les rendront capables d'adapter le groupe pour aborder les problèmes de demain. Donc l'homme, oui. L'humain avant tout. Et Geoffroy? En fait, il y a une chose qui est incroyable dans le jeu vidéo, ça c'est pour vous partager ma passion, qui est absolument géniale à vivre. C'est lorsque vous, et ça va être la même chose pour vous, hein, donc c'est lorsque vous créez quelque chose avec une équipe, un monde virtuel, un monde imaginaire, un monde narratif très riche, dont le temps de gestation est assez long, hein, entre 4-5 ans quelquefois. Et lorsque vous le mettez sur le marché, l'heure où vous le mettez sur le marché, vous êtes en face de tous vos écrans, vous regardez tout ce qui se dit en Chine, aux États-Unis, etc. Ça monte très très vite. Et vous regardez tout ce qui est écrit et toutes les émotions que la création de 5 ans de vos équipes, à un moment donné, il faut leur dire d'arrêter de créer parce qu'ils ne veulent jamais s'arrêter, vous savez, hein, c'est ce qu'on appelle du closing. Et non, maintenant, on le donne au marché, on le donne aux joueurs. Et lorsque vous voyez cette montée d'émotions, ben, ça vaut la peine d'être vécu. Donc c'est vraiment le give back, hein, c'est le retour. C'est pas simplement un retour sur investissement, c'est un retour sur de la matière grise et c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est la passion qui nous anime tous les jours. Si c'est pour donner en tout cas faire envie, c'est vraiment ça le moment clé, c'est top. Et c'est une très bonne note d'émotion pour clôturer cet échange. Je vous propose qu'on puisse passer aux questions. Il nous reste quelques instants. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ne soyez pas timide. Ou vous l'êtes un peu trop. Soyez courageux. Pas de questions? Vraiment de la curiosité. Pourquoi il n'y a pas plus de musiciens professionnels alors qu'il y a 1,690 millions de Chinois? Excusez-moi, je n'ai pas bien Pourquoi il entendu. n'y a pas plus de musiciens professionnels alors qu'on est 8 milliards, dont 1,690 millions de Chinois? Pas plus de. Vous avez une population qui est relativement stable. Alors, selon les géographies, il y a des évolutions qui sont différentes. Par exemple, sur le marché chinois, en Chine, vous avez eu une croissance très importante ces 10 dernières années de musiciens professionnels, puisqu'il y a eu un accès progressivement à la musique et qui était poussé par le gouvernement chinois dans tout le système éducatif pour créditer des acquis en musique. Depuis 2 ans, cette politique est complètement inversée parce qu'ils sont maintenant contre la politique de l'enfant unique, donc ils sont pour une politique familiale et l'éducation musicale coûte de l'argent aux familles, donc ça se retourne. Donc il y a des évolutions selon les géographies, mais globalement, la démographie mondiale n'est pas en croissance, à part dans certaines zones. On a des régressions au Japon, en Corée, on a même maintenant en Chine, la population régresse. Aux États-Unis, les classes d'âge qui arrivent en âge de pratiquer l'instrument sont en baisse de 2% par exemple par an. Donc on a un phénomène démographique qui est une baisse de la population, sauf dans certaines régions qui sont, elles, pas du tout, je dirais, musicales, comme l'Afrique ou le continent indien, qui continuent à croître en démographie, mais qui, pour le coup, ne sont pas encore du tout acculturés à la musique, en tout cas la musique classique ou la musique occidentale.
Bonjour, excusez-moi un petit peu la malice que je vais avoir dans ma question. Mais ma question elle concerne, on a 2 entreprises de la culture, les instruments de musique, le patrimoine, et on a une entreprise de jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous commenter pourquoi et comment les jeux vidéo pourraient être dans la culture? Ah, vous vous posez encore la question? Non, j'aimerais avoir votre... Moi, c'est pas mon avis qui compte, c'est ce que vous allez dire justement pour le défendre. Alors, j'ai pas à défendre le jeu vidéo. Non, pas le jeu vidéo, là, je me mets... la dimension culturelle du jeu vidéo. La dimension culturelle du jeu vidéo, en fait, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est de la narration, c'est aussi de la fantaisie, c'est des scripts, c'est des créateurs. Il y a à peu près 29 expertises pour créer un jeu vidéo. Que ça aille du scriptwriter jusqu'au coloriste. Tout ça, en fait, toute cette chaîne d'expertise, elle est identique à la chaîne d'expertise pour l'animation ou pour le film. Donc déjà, au niveau de l'expertise, les personnes qui sortent, des jeunes étudiants qui sortent des écoles, elles ont le même type d'enseignement que pour l'animation et même maintenant le film. Donc ça, c'est pour la partie concrète. Après, il faut savoir, il faut jouer aux jeux vidéo pour voir que c'est une culture. Puisqu'il n'y a pas un jeu vidéo, il y a plusieurs types de jeux vidéo. Et donc, il y a plusieurs, on va dire, goûts et couleurs, comme on dit. Soit c'est de la compétition, vous faites de la socialisation, vous êtes en compétition, c'est aussi une culture, c'est comme une culture du sport. Hein, parce qu'après, il y a la définition de ce qu'est culture. Et puis, soit vous êtes dans la narration, vous êtes votre propre héros pour pouvoir vous raconter une histoire. Poser la question peut-être aux joueurs de jeux vidéo pour savoir si c'est pas de la culture ou pas. Je pense que ça sera aussi un vaste débat transgénérationnel. C'est pour ça que je voudrais pas trop rentrer là-dedans parce que défendre le jeu vidéo, c'est plus un sujet. Je suis un peu offensif, c'est plus du tout un sujet. Ça fait partie de notre vie. Ça répond à tous les besoins aussi aujourd'hui. Socialisation, estime de soi, concrétisation dans la création, parce qu'un joueur, c'est aussi un créateur. Il vous aide à créer votre propre jeu. Donc là, on est dans une relation, non pas consommation-industrie, on est dans une relation co-création. Je pourrais en faire un... Si vous avez 2 heures devant vous, je vous convaincrai au bout de 2 heures, ou peut-être au bout de 10 minutes, mais pour moi, c'est même plus un sujet. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on est convaincus. En tout cas, Geoffroy, pas d'inquiétude là-dessus. Merci à tous les 3. Grand merci aux équipes de la French Touch pour l'organisation et l'invitation. Et la journée, vous l'avez compris, est loin d'être terminée et d'autres échanges promettent d'être passionnants. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci.